Je crois que sur mon casier judiciaire, il y a 14 condamnations pour vol. C'est vous dire que j'étais en effet un mauvais voleur, puisque je faisais toujours prendre. J'étais en prison, j'étais enfermé. Je vous ai dit hier que le procès de la relégation m'avait été fait. Je ne devais plus sortir de prison. Donc j'étais persuadé que personne ne lirait mon livre. Donc je pouvais dire ce que je voulais, puisqu'il n'y aurait pas de lecteur. Mais il se trouve qu'il y a eu des lecteurs. But guarded. Monsieur Genet, vous êtes né en 1910, c'est vrai? Oui. À Paris? Oui. Mais vous ne connaissiez pas vos parents, je crois. À ce moment-là, non. Maintenant non plus. Vous n'êtes pas élevé dans une famille? Si, mais pas la mienne. Est-ce qu'il était difficile de vivre avec une famille qui n'était pas la vôtre? Vous me demandez de vous parler de mes sentiments d'enfant. Pour en parler d'une façon convenable, je serais obligé de refaire une espèce d'archéologie de ma vie, ce qui est impossible, absolument. Je peux seulement vous dire que le souvenir que j'en ai, c'était d'une période difficile, en effet. Mais, échappant à la famille, j'échappais aux sentiments de la famille, mais aux sentiments que j'aurais pu avoir pour la famille, mais aux sentiments que la famille aurait pu avoir pour moi. Je suis donc tout à fait, et j'étais très jeune, tout à fait détaché de tous sentiments familiaux. Et c'est une des vertus de l'assistance publique française qui, justement, élève assez bien les gosses et les empêche de s'attacher à une famille. Ce qui, à mon avis, la famille, je veux dire, c'est probablement la première cellule la plus criminelle. Si vous voulez, maintenant, à mon âge, l'enfant que j'étais, je le vois. Mais je le vois au milieu d'autres enfants qui étaient des gamins, comme moi. Et toutes leurs batailles, toutes leurs humiliations ou tout leur courage, ça me paraît un peu dérisoire, un peu lointain, mais tout de même pas chaos. Je voulais en effet avant, mais on ne m'a pas mis en prison, on ne m'a pas mis en maîtrise pour vol, on m'a mis en maîtrise parce que j'ai pris le train samedi. Le train de Meaux à Paris, je l'ai pris samedi. Et j'ai été condamné à 3 mois de prison et à la colonie de Maitret jusqu'à 20 ans. Est-ce que vous croyez que si vous avez payé pour ce train, votre vie serait tout à fait changée? Écoutez, vous croyez en Dieu? Quelquefois. Alors, demandez-lui. Demandez-lui si ma vie aurait été changée. Moi, je ne sais pas. Je crois que les rapports entre le frère aîné, qui était un rapport d'autorité, et les colons, les autres jeunes gens comme moi, qui étaient des rapports de soumission, c'est un spectacle
qui plaisait beaucoup aux gardiens. Si vous voulez, les gardiens étaient les premiers spectateurs et nous étions les acteurs. Et ils se délectaient de ce plaisir de voir. À Mettray, la discipline était très sévère. Ah, la discipline d'abord était très, très stricte. Elle était, je suppose, militaire. Est-ce que Mettray vous intéresse? Parce que, vous voyez, Mettray a été créé en 1840, c'est-à-dire sous Louis-Philippe. C'était le début des débarquements français à travers le monde. L'Empire français dont vous avez entendu parler, certainement. La France avait encore la marine à voile. Et Mettray servait à former des marins. C'est-à-dire que dans la cour de la colonie de Mettray, il y avait un grand bateau à voile. Et on apprenait le maniement des bateaux, sur la terre, si vous voulez. Mais en tout cas, il y avait un bateau et on apprenait le maniement de la voile, des rames. Donc, la discipline n'était même pas la discipline militaire. Elle était la discipline des matelots. Par exemple, on couchait dans des hamacs. Tous les gens de mon âge, en fait, tous les punis, couchaient dans des hamacs, exactement comme des marins. L'argot, le langage utilisé entre nous, c'était un langage issu de la marine. C'était l'argot de la marine. Vous avez écrit sur le sujet de la mort dans cette colonie. Pour vous, la mort a commencé avec un garçon ou... Vous avez dit l'amour. J'ai entendu la mort. Ah, l'amour. Je ne vais pas parler de la mort. L'amour. Oui. Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que pour vous, oui, l'amour a commencé pas avec la famille, mais avec un garçon, je crois? Non, pas avec un garçon, avec 200. Qu'est-ce que vous racontez? Comme si... Avec 200? Ah ouais. L'un après l'autre. Mais il n'y avait pas un favori, un spécial, parce que... Oh, des favoris et des spéciaux, vous savez, il y en a eu tellement. Vous avez fait un politique d'être homosexuel? Mais est-ce qu'il y a une politique homosexuelle? Et comment voulez-vous qu'un enfant... admettons que j'ai connu les premières attirances sexuelles vers l'âge de 13 ou 14 ans. Comment voulez-vous qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai décidé de faire de l'homosexualité une raison politique? Oui, je comprends ça. Mais maintenant, dans notre époque, c'est une issue politique parce que pour vous, vous étiez un des premiers qui a parlé de cette chose sans... Oh, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, vous avez Oscar Wilde. Si on pense uniquement l'Angleterre, vous avez Oscar Wilde, Shakespeare, Byron et combien d'autres? Oh, mais vous en étiez fier, vous en étiez... De Byron et de... Ah oui. d'Oscar Wilde. Ah oui. Je m'étais fier de Byron. C'est vrai. After a brief period in the French colonial army, a common escape route for reformatory inmates,
Genet began the outcast life described in A Thief's Journal, moving from town to town and country to country, always in poverty, always on the edges of crime. Les Français me refusaient, puisqu'ils me mettaient en prison, et à la fois, je ne demandais que ça, être chassé de la France et échapper, en effet, à l'atmosphère pesante française et connaître tout de même un monde différent. Il n'y avait pas beaucoup de passeports, mais on vous donnait, quand vous sortiez du service militaire, on vous donnait un livret militaire qui avait à peu près le format du passeport. Et j'avais ajouté une photographie. Et quand je présentais le passeport à des douaniers, dès qu'on avait déjà mis 2 ou 3 tampons, le livret était bon. C'est ça. Militaire qui avait à peu près le format du passeport. Et j'avais ajouté une photographie. Et quand je présentais le passeport à des douaniers, dès qu'on avait déjà mis 2 ou 3 tampons, le livret était bon. C'est ça. Genet's freedom to wander was limited by regular and increasing spells in prison for theft. The criminal world had become both a passion and a way of life. Est-ce que vous avez commencé à voler parce que vous aviez faim ou quoi? Si vous voulez, il y avait les deux choses mêlées, hein, puisque vous aimez ce mot mêlé, vous. Et il y avait d'une part la faim réelle, c'est-à-dire l'estomac qui réclame la nourriture, et puis le jeu. C'est amusant de voler, beaucoup plus amusant même que de répondre aux questions que pose la BBC. Mais c'était pas drôle quand les flics vous attrapaient, n'est-ce pas? Quand les flics m'attrapaient, évidemment, c'était c'était la chute dans l'abîme. C'était la fin du monde. Quand la main d'un policier, si vous voulez, comme ça, Ouais. ça, je savais ce que ça voulait dire. Oh, j'en ai peur, toujours. Moi, comme enfant, j'ai volé, mais j'ai toujours peur de la police. Oui, mais c'est la main qui vient par derrière, qui se pose sur votre épaule. Pas bien. Oui. Ben, il faut payer le plaisir qu'on a volé. Il faut tout payer. Pendant cette période de l'occupation, vous étiez heureux que les Allemands en étaient là? Ravi. Ravi. Je détestais tellement, et encore maintenant, tellement la France, que j'étais ravi que l'armée française soit battue. Elle a été battue par des Allemands, elle a été battue par Hitler, j'étais très content. C'était toujours comme ça? Quand vous n'êtes pas du tout fier d'être français, ou même d'écrire en français? Oh, ma foi, non. Oh, non. Je vous disais que j'ai commencé mon premier livre sur des feuilles de papier destinées à fabriquer des sacs en papier. Et j'écrivais sur j'ai écrit à peu près sur 50 feuilles les 50 premières pages de Notre-Dame des Fleurs. Et puis j'ai été appelé au palais de justice pour l'instruction de mon affaire pour vol, j'ai oublié ce vol. Et j'avais laissé les feuilles de papier sur la table. Le chef d'atelier, le chef du travail, avait les clés
Il pouvait entrer dans toutes les cellules à n'importe quel moment. Et pendant que j'étais au palais de justice, il est entré dans ma cellule. Il a vu des feuilles de papier couvertes d'écriture. Il les a emportées, il les a remises au directeur de la prison de la santé. Puisque vous confondez les deux mots amour et mort, je vous dirais que le directeur de l'époque s'appelait Monsieur Amor, le directeur de la prison de la santé. Et on lui a apporté les feuilles, et le lendemain, d'abord le soir quand je suis rentré dans la cellule, les feuilles avaient disparu, donc le début de mon roman avait disparu. Et j'ai été appelé chez le directeur le lendemain, et qui m'a condamné à 3 jours de cellule et à 3 ou 6 jours de pain sec. Et on m'a semé, je suppose qu'on a fichu les feuilles de papier en l'air. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de 3 jours, quand je suis sorti de la cellule, j'ai commandé à la cantine, comme j'avais le droit, j'ai commandé un cahier. Je me suis mis sous les couvertures et j'ai essayé de me souvenir des phrases que j'avais écrites. Et j'ai recommencé ce que j'avais fait. On s'imagine qu'on rencontre Genet l'écrivain lui-même. Est-ce que c'est le vrai Genet que nous rencontrons? Est-ce qu'il y a un faux qui circule? Est-ce qu'il y a un faux Genet à travers le monde? Est-ce que je suis le vrai? Vous me demandez si je suis le vrai. Où est le faux, alors? Oui, je comprends. Peut-être après tout, je suis un imposteur qui n'a jamais écrit de livre. Et je suis un faux Genet, comme vous le dites. Est-ce que vous avez senti toujours à part? Écoutez, vous êtes là, je suis ici. En ce moment, je me sens à part aussi. J'ai toujours été à part, que ce soit dans mon enfant, que ce soit chez vous. Mais est-ce qu'il y avait des moments alors quand vous n'étiez pas à part? Non. Jamais dans la vie? Non. Même pas avec, je sais pas, quand vous étiez avec quelqu'un, un amour comme ça, vous croyez que l'homme est toujours seul? L'homme, je ne sais pas. Je ne vais pas généraliser. Mais moi, oui. Et ça vous angoissait? Pas du tout. Ce qui m'angoisserait, ce serait qu'il n'y ait pas de distance entre vous et moi. Et comment on peut s'approcher un être à l'autre? Je préfère qu'on ne s'approche pas. Vous préférez toujours avoir une distance? Ah oui. Et pourquoi? Et vous? Est-ce que vous préférez avoir une distance? Pas toujours, non. Et pourquoi? Parce que j'aime l'expérience d'être dans quelqu'un, mélangé avec quelqu'un. Eh bien, pas moi. Et c'est pour ça que vous aimez tellement... C'est un peu le jeu que vous jouez aussi dans les spectacles, par exemple. La dernière pièce que j'ai écrite l'a été il y a 30 ans. Vous me parlez d'une chose que j'ai complètement gommée de mon souvenir. Le théâtre. Island to Siberia, on foot if necessary. C'était difficile parce que j'avais été pratiquement jamais au théâtre. J'avais vu quelques pièces
mais très peu. Très peu. Et des pièces d'Alexandre Dumas, c'est ce que je vous ai expliqué hier, je crois. Ma démarche, par rapport à la société, ma démarche est oblique. Elle n'est pas directe. Elle n'est pas non plus parallèle, puisqu'elle le traverse, elle traverse le monde, elle le voit. Elle est oblique. Je l'ai vu en diagonale, le monde. Et je le vois encore en diagonale, plus directement peut-être, maintenant qu'il y a 25 ou 30 ans. Mais enfin, le théâtre, c'est justement, en tout cas le théâtre que je préfère, c'est justement ce théâtre qui saisit la société en diagonale. Si vous voulez, dans le sens, ça m'intéresse de faire un travail aussi bon que possible. Le caméraman me demande de me placer d'une certaine façon. Bien sûr, dans ce sens-là, j'ai été intéressé par le travail, mais je ne voyais pas, est-ce que c'était un travail neuf, ce théâtre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ça m'amuse. C'est un théâtre qui, s'il n'était pas neuf, était certainement maladroit. Étant maladroit, il gagnait peut-être quelque chose de nouveau, parce qu'il était maladroit. The French mode of revolution. J'ai été dans ce théâtre occupé par les étudiants de mai, et pas dans n'importe quel théâtre, dans le théâtre où on a joué les parents. S'ils avaient été de véritables révolutionnaires, ils n'auraient pas occupé un théâtre, surtout le théâtre national. Ils auraient occupé le palais de justice, les prisons, la radio, et tout ça. Enfin, ils auraient agi en révolutionnaire, comme Lénine l'a fait. Ils n'ont pas fait. C'était le capitalisme en soi qui était en danger. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, le théâtre est comme ça, n'est-ce pas? Plus ou moins rond, c'est le théâtre à l'italienne. Sur la scène, il y avait des jeunes gens avec des pancartes et des discours. Ces discours venaient de la scène jusque dans la salle et repartaient sur la scène. Il y avait un mouvement circulaire de discours révolutionnaires qui allait de la scène à la salle, de la salle à la scène, de la scène à la salle, de la salle à la scène, et continuait, et ne sortait pas de ce théâtre. Vous voyez, exactement, plus ou moins, comme les révolutionnaires du balcon ne quittent pas le bordel. Et ça vous fait rigoler de voir ça? Ça ne me fait ni rigoler, je constate que c'est comme ça. Oui. Mais vous n'êtes pas vraiment pour les révolutionnaires? Vous voulez dire pour les pseudo-révolutionnaires? Ou les vrais révolutionnaires, comme Lénine? Ce serait plutôt du côté de Lénine, si. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que les techniciens de ce petit film se révolteraient. Et assistant à une prise de vue, à la préparation d'un film, ils n'ont jamais droit à la parole. Comment ça se fait? Et je pensais qu'ils seraient assez culottés, parce qu'on parlait hier de culottés, pour me chasser de la place et prendre ma place. Et néanmoins, ils ne bougent pas. Comment... Vous pouvez leur demander comment ils expliquent ça? Oui, comment ils... Ils expliquent ça. Pourquoi ils ne viennent pas me chasser, vous chasser aussi, puis venir dire, c'est tellement bête ce que vous dites.
Bien sûr. que je n'ai pas du tout envie de continuer ce travail. Demandez-leur. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne parle pas le français. Oui, What oui. Jean is saying is he doesn't understand why you don't get up. He had a dream last night, and you took over the film and you sat in his place. And he thinks that he's very surprised that you don't do that now. Le preneur de son aussi. Yes, and that's Duncan as well. You're getting this, Duncan. So, do you have anything to say to that? No, not at the moment. I don't know. I think when you do it every day, you lose any objective feeling about what you're doing. And I'm sure that lots of the things we do seem very stupid to people, but we take them for granted because we're sort of involved in our own little world. But the great majority of people, because they're slightly in awe of the system and slightly in awe of film and television process, will go along with whatever you say and even be flattered that you're asking. But anyone perhaps who can just see beyond that and is not really taken in by it. So yes, I appreciate people, but people don't usually say it on camera. They usually say afterwards, why did you do this? Why did you ask me to nod? Why was that microphone there? But no reason why they shouldn't ask it on camera other than it's costing us a lot of money. Mais est-ce que ça vous intéresse de casser l'ordre quand vous avez rêvé de ça? D'une façon, vous avez envie de casser l'ordre qui existait dans cette petite salle? De casser l'ordre. Oui. Bien sûr. Bien sûr, il me paraît tellement figé. Je suis tout seul ici. Et devant moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes. Et évidemment, j'ai envie de casser l'ordre. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai demandé de venir ici. Bien sûr. C'est très comme une interrogation de police. Il y a de ça. Bien sûr. Je vous ai dit, ça marche, la caméra? Très bien. Et je vous ai dit hier que vous faisiez un travail de flic. Oui. Et vous le continuez maintenant, ce matin. Et je vous l'ai dit hier et vous l'avez déjà oublié. Parce que vous continuez à m'interroger exactement comme le voleur que j'étais il y a 30 ans était interrogé par des policiers, par une escouade de policiers. Et je suis sur le petit siège, seul, interrogé par plusieurs personnes. Il y a une norme qui est d'un côté où vous êtes, vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ailleurs, les éditeurs de films, etc., et la BBC. Et puis, il y a une marge où je me trouve, où je suis marginalisé. Si j'ai peur d'entrer dans la norme, bien sûr que j'ai peur d'entrer dans la norme. Et si j'ai en ce moment des éclats de voix, c'est parce que je suis en train d'entrer dans la norme. Je suis en train d'entrer dans les foyers anglais. Et évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne suis pas en colère contre vous, qui êtes la norme. Je suis en colère contre moi. Parce que j'ai accepté de venir ici. Et ça ne me fait pas plaisir, en effet. Mais vos livres sont enseignés dans les écoles, même ici en Angleterre, n'est-ce pas? Oh, que chaud. C'est vrai. C'est vrai, moi C'est vrai. j'ai étudié Genet à la fac. Ça vous plaît? À la fois un sentiment de vanité perce et à la fois c'est du plaisant. Bien sûr. Il y a ce double impératif parce que ça marche. Oui, ça marche. Bon, posez-moi des questions puisque le système veut que je sois celui qu'on interroge. Vous n'habitez pas à la France maintenant.
Vous habitez... Non. Le Maroc. Mais vous avez une maison à Maroc? Vous baladez avec des amis, si je peux utiliser ça? Non. J'habite l'hôtel. Et pourquoi le Maroc? Je peux vous poser une question. Et pourquoi pas le Maroc? Et pourquoi cette question? Parce que vous voulez me transformer encore, vous aussi, en mythe. Parce que vous appartenez à votre... comment ça s'appelle? BBC. Hein? Ou bien, peut-être parce qu'il y a une raison pourquoi vous habitez à Maroc. Pas une affinité avec le pays, les gens. Vous aimez le paysage. Oh, vous savez, j'aime tous les paysages. Même les plus déshérités. Même l'Angleterre. Mais vous pouvez habiter n'importe où? Oui, oui, oui. Absolument. Bien sûr. C'est pas important. Non. Non. Et qu'est-ce que vous faites avec vos journées là-bas? Oui. Vous voulez qu'on aborde le problème du temps? Je répondrai comme Saint Augustin à propos du temps. J'attends la mort.